coronavirus Ebola stagne en République démocratique du Congo. L'OMS s'inquiète des cas non détectés. Une femme à la tête de l'association togolaise de la presse privée en ligne, Atopel. Hélène Doubidji, directrice de Togo Top News, a été le 31 mai élue pour un mandat de 2 ans. Présidentielle du 22 juin en Mauritanie, 6 candidats se lancent dans la campagne pour succéder au président sortant. Plus de 2000 cas de personnes atteintes par l'épidémie d'Ebola sont recensés en République démocratique du Congo. Si le nombre de nouveaux malades stagne au Nord Kivu selon l'OMS qui coordonne la riposte, Kinshasa parle d'évolution positive à Butembo, l'épicentre de la maladie. Dans le même temps, d'autres foyers réapparaissent dans le pays, comme à Mabalako, tandis que certains malades ne sont tout simplement jamais identifiés. En effet, l'OMS admet qu'un certain nombre de malades passent encore entre les mailles du filet. On ne peut pas dire qu'un nombre massif de cas d'Ebola nous échappe, mais c'est vrai que certains malades ne sont pas détectés, a déclaré le chef des opérations d'urgence de l'ONU. En croit ce dernier, 25% des malades ne sont pas identifiés. En dehors de ceux-là, le cas de ceux qui sont détectés très tard inquiète l'ONU, dans la mesure où les communautés s'exposent à la maladie en enterrant leurs proches. Pour éviter le pire, les équipes sanitaires doivent chaque jour surveiller 15 000 personnes qui ont été en contact avec des malades d'Ebola et qui peuvent se déplacer d'une région à une autre. Cette situation déjoue les prévisions. Difficile donc de dire à ce jour si l'épidémie pourrait durer encore 1 ou 2 ans dans le pays. Hélène Doubidji, directrice générale du site web togotopnews.com, est la première femme élue présidente de l'association togolaise de la presse privée en ligne Atopel à l'issue des élections tenues le 31 mai dernier. Tout d'abord, j'aimerais préciser qu'une femme à la tête de Atopel pour la première fois, c'est un très grand pas vers la prise en compte du genre dans les médias parce que les femmes sont sous-représentées dans les médias, encore moins dans les postes de responsabilité et encore moins à la tête des organisations de presse. Je me réjouis personnellement pour cela. Nous sommes très heureux que des gens, nos confrères, nos consoeurs ont eu confiance à notre bureau qui est composé essentiellement de jeunes très dynamiques, aguerris qui font leurs preuves dans la presse au Togo. Poursuivre les négociations pour la prise en charge de la presse en ligne dans l'aide de l'État à la presse, assainir le secteur des médias en ligne et négocier le partenariat entre les médias en ligne togolais et les médias étrangers sont entre autres défis à relever dans les 2 années à venir pour les médias en ligne au Togo. Dans notre programme, nous voulons également plaider ardemment pour que les entreprises et les annonceurs prennent en compte la presse en ligne dans l'octroi des paniers publicitaires et autres annonces parce que nous abattons un grand travail, mais nous sommes les parents pauvres de la corporation. Nous sommes négligés dans l'octroi des publicités et autres. L'association togolaise de la presse privée en ligne Atopel est à sa 3e élection présidentielle d'un mandat de 2 ans. Elle compte une 50aine d'organes sur environ la 100aine qui existent au Togo. Depuis ce vendredi à minuit, les 6 candidats déclarés à la succession du président Mohamed Ould Abdelaziz, dont le second mandat s'achève en août prochain et qui ne peut se représenter, ont le droit de tenir des meetings. Le ministre mauritanien de la Défense, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, est le dauphin du président sortant. Militaire de carrière, il promet de consolider l'unité nationale en répartissant de manière équitable les richesses nationales.
Il souhaite aussi réformer l'enseignement. Face à lui, 5 opposants espèrent s'imposer pour un second tour. Parmi eux, Biram Ould Abed, militant anti-esclavagiste, arrivé deuxième à la présidentielle de 2014. Ou encore l'ex-premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar, qui a dirigé le gouvernement de transition de 2005 à 2007. Les 6 candidats devraient sillonner le pays jusqu'à la fin de la campagne le 20 juin prochain, à 2 jours du premier tour. Aucun débat télévisé entre les candidats n'est toutefois prévu. En cas de second tour, celui-ci se tiendra le 6 juillet. Pendant la pré-campagne, l'opposition s'est inquiétée d'un prémisse de hold-up électoral, dénonçant notamment la composition de la Commission électorale nationale indépendante CENI, dont elle juge les membres trop proches du pouvoir. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a appelé vendredi à Khartoum à une transition démocratique rapide au Soudan, accentuant la pression de la scène internationale sur les militaires au pouvoir après la violente répression du mouvement de contestation. La veille, l'Union africaine avait suspendu le Soudan jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. L'armée, le peuple et les forces politiques doivent faire preuve de courage et de responsabilité en prenant des actions rapides vers une période de transition démocratique et consensuelle dans le pays, a déclaré Ahmed dans un communiqué à l'issue de sa visite. La tentative de médiation du Premier ministre éthiopien a été saluée par les deux camps. Le conseil militaire est ouvert aux négociations pour parvenir à une solution à n'importe quel moment, a dit un responsable du ministère des Affaires étrangères, Hassan Ahmed, devant la presse. L'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, a également déclaré accepter cette médiation tout en opposant plusieurs conditions à un retour à la table de négociation. Premièrement, la nécessité de la reconnaissance du Conseil militaire de transition dans l'exécution du crime qui a été commis. Deuxièmement, la composition d'une commission d'enquête internationale chargée d'enquêter sur les événements de l'éclatement du sit-in. Troisièmement, la libération des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre et de tous ceux arrêtés pour s'être opposés au précédent régime. Comme depuis le début de la semaine, les rues de Khartoum étaient presque désertes vendredi, les habitants décrivant une situation de terreur avec la présence de paramilitaires de forces de soutien rapide, accusés d'être les principaux auteurs de la répression en cours depuis lundi. Nous sommes profondément préoccupés par les conditions épouvantables dans lesquelles des migrants et des réfugiés sont détenus en Libye, a déclaré vendredi un porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Selon ce dernier, environ 22 personnes sont décédées des suites de la tuberculose et d'autres maladies dans le centre de détention de Zitan depuis septembre 2018. Toujours selon cette source, 60 autres personnes souffrant de tuberculose ont été enfermées dans un hangar, tandis que 30 autres personnes, toutes chrétiennes, souffrant de la même maladie, ont, elles, été transférées vers le centre de Garian, près de la ligne de front. D'après les estimations de l'ONU, il y a encore 3400 migrants et réfugiés dans les centres de détention à Tripoli en proie à de violents combats depuis début avril. Ces affrontements opposent les troupes du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, aux forces du gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez al-Sarraj et siégeant à Tripoli. Malgré ces violences, les gardes-côtes libyens continuent de ramener en Libye les personnes interceptées en mer. Depuis janvier, plus de 2300 personnes ont ainsi été ramenées et placées dans des centres de détention. À ce propos, l'ONU se dit extrêmement préoccupée par les informations faisant état de disparition et de traite d'êtres humains après que des personnes aient été interceptées en mer par les gardes-côtes libyennes et ramenées en Libye.
La troupe de lions a été vue à proximité d'une mine de phosphate près de la ville de Phalaborwa qui borde l'ouest du parc Kruger. Elle est en liberté dans cette région depuis plus d'1 an d'après les autorités du parc Kruger qui précisent que ces lions ne font pas partie d'une troupe connue par le parc national. Les félins se sont probablement installés dans cette région pour son gibier et pour l'absence de troupes rivaux. Le ministère de l'Environnement et du Tourisme de la province de Limpopo, où se trouve le parc, a appelé les employés de la mine de phosphore et la population à être vigilants. Lors d'une réunion, les autorités de la province ont estimé que les lions devraient être capturés et relâchés dans le Kruger. Mais le parc estime que cette mesure ne sera pas efficace, car ils s'échapperaient constamment et seraient chassés par les autres lions dominant la région. Selon le parc, le plan est de capturer la troupe et de la déplacer dans une zone adéquate en dehors du parc Kruger et des réserves privées adjacentes. Jusqu'à ce que la solution soit trouvée, les félins représentent un danger pour les membres du public qui travaillent dans la zone. Mercredi soir déjà, un léopard du parc Kruger avait franchi une clôture électrique et s'était introduit dans une habitation du personnel du parc, tuant un enfant de 2 ans. Selon les autorités, des gardes du parc avaient ensuite traqué et abattu 2 léopards pour éviter tout nouveau drame. Le parc Kruger couvre près de 2 millions d'hectares et abrite plus de 500 espèces d'oiseaux et 147 espèces de mammifères. Il est l'une des plus principales attractions touristiques de l'Afrique du Sud. Quelques 3,3 millions de personnes ont fui depuis fin 2015 la crise au Venezuela, dont 1 million depuis novembre, a indiqué vendredi l'ONU, qui a missionné l'actrice Angelina Jolie à la frontière colombienne pour évaluer la réponse humanitaire à cet exode. Le rythme des sorties est vertigineux, ont indiqué le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations dans un communiqué conjoint. Les organisations spécialisées de l'ONU estiment qu'au total, 4 millions de Vénézuéliens sont recensés à l'étranger, dont 695 000 avaient migré avant fin 2015. Le Venezuela traverse depuis des mois une profonde crise politique avec la lutte entre le président Nicolás Maduro et l'opposant Juan Guaidó, qui s'est proclamé président par intérim et a été reconnu comme tel par une 50aine de pays, dont les États-Unis. Le pays est aussi en proie à une grave crise économique aggravée par un embargo pétrolier et des sanctions financières imposées par Washington pour tenter de chasser Nicolás Maduro du pouvoir et souffre de pénurie de nourriture et de médicaments. L'actrice américaine Angelina Jolie, ambassadrice de bonne volonté du HCR, a été envoyée vendredi pour une mission de 2 jours à la frontière colombienne avec le Venezuela pour évaluer la réponse humanitaire à cet exode, considéré par l'ONU comme le déplacement de personnes le plus massif de l'histoire récente de l'Amérique latine.